Bonjour à tous, c'est GZ83, bienvenue dans cette dernière vidéo introductive sur ce qu'est concrètement la programmation. Je vous rappelle qu'on utilise un langage, le Lua, et on va s'intéresser aujourd'hui à la dernière partie donc introductive, et non des moindres, puisqu'on va parler tout simplement des fonctions. Les fonctions, c'est très pratique, très utile, indispensable lorsque l'on veut coder des choses en programmation, et donc on va s'y attarder un petit peu pour bien comprendre comment tout cela s'articule, car encore une fois, c'est universel, quel que soit le langage que vous allez utiliser, vous allez avoir recours aux fonctions, et même si là je vous présente la typologie des fonctions Lua, vous allez voir que quel que soit le langage de programmation que vous utilisez, ça va reprendre un petit peu toujours les mêmes principes. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une fonction? Je vous ai mis ici une illustration qui pour moi résume parfaitement ce qu'est une fonction. Vous voyez ici que notre ami Bart Simpson s'obstine à écrire de manière inlassable toujours la même ligne. Je ne contredirai pas le prof d'info car il a toujours raison. Et Bart Simpson, là, il se fatigue, il écrit toujours la même chose. Et bien là, il pourrait utiliser une fonction, notre ami Bart. En effet, la fonction, qu'est-ce que c'est? C'est une machine qui va faire un travail qu'on lui demande à la chaîne, c'est tout à fait possible. Donc là, la fonction pourrait très bien consister à écrire toujours une ligne, je ne contredirai pas le prof d'info, il a toujours raison, et dès qu'on veut écrire la ligne, on lance la fonction, voilà, on l'appelle, elle se met en marche, elle fait son travail, quand elle a fini, elle se met en veille, et puis quand on en a de nouveau besoin, elle se remet en marche, elle fait comme ça son travail à la chaîne, sauf que le grand avantage de la fonction lorsqu'elle fait un travail à la chaîne, c'est qu'elle ne se met jamais en grève, elle est toujours contente, et elle ne se trompe jamais, car en effet, si elle a orthographié correctement la première ligne, il n'y a pas de raison que lorsque nous arrivions à la 15e ligne, elle n'orthographie pas correctement la ligne que Bart Simpson essaye d'écrire. Voilà, c'est imagé, mais encore une fois, vous allez voir que ça répond parfaitement aux critères de ce qu'est une fonction. Du coup, comment créer une fonction en Lua? Une fonction en Lua, c'est assez simple. On va tout simplement renseigner le mot-clé function. Ensuite, nous allons nommer la fonction. Donc ici, j'ai décidé d'appeler ma fonction addition. Une fois que nous avons nommé la fonction, il ne faut pas oublier d'y adjoindre le symbole double parenthèse, très important dans les fonctions. On va voir à quoi ça sert dans la suite de la présentation, mais il ne faut surtout pas oublier les doubles parenthèses, sinon la fonction ne marchera pas. Et enfin, comme souvent, il faut clôturer notre instruction, donc là en l'occurrence la création de notre fonction, par le mot-clé end. Vous allez me dire que ça fait beaucoup de choses à retenir. Oui et non, car des fonctions, nous en avons déjà créées, vous en avez déjà manipulé. Prenons un exemple concret, la fonction love.draw. Vous voyez que vous y avez bien mis le mot-clé function, vous l'avez nommé, love.draw, vous y avez bien adjoint le symbole double parenthèse, et enfin vous l'avez terminé avec le mot-clé end. Donc vous savez parfaitement créer une fonction en Lua. Alors c'est bien beau de créer la fonction, mais encore faut-il pouvoir l'allumer lorsque nous en avons besoin. Alors la fonction love.draw, c'est un peu particulier car le framework love nous mâche le travail et l'appelle 60 fois par seconde, automatiquement. Mais normalement, nous aurions besoin de nommer la fonction pour pouvoir l'exécuter. Et vous voyez que ici, vous avez déjà appris à nommer la fonction. Ici, vous appelez la fonction love.graphics.draw, vous avez mis les doubles parenthèses, alors il y a des choses dedans, on va y revenir, mais là, à chaque fois que vous lancez love.draw, vous appelez la fonction love.graphics.draw une fois, vous appelez la fonction love.graphics.draw une deuxième fois, et enfin vous appelez la fonction lovegraphics.print. Donc, pour appeler une fonction, vous l'aurez compris, il suffit de la nommer. Voilà, il suffirait de mettre ici addition, c'est-à-dire le nom de ma fonction quelque part dans mon code. Comme ça, j'appelle ma fonction et elle est automatiquement exécutée. Essayons de mettre tout ça en pratique dans notre code. Par exemple, ici, je vois que j'ai des variables en rapport avec le texte, donc là, je renseigne toutes les variables qui vont me servir à afficher mon texte à l'écran. Alors vous voyez que ici, si on clique dans l'onglet structure, on voit déjà toutes les fonctions que nous avons à l'écran. Nous avons love.load, love.update, love.draw. Nous allons tout simplement créer une nouvelle fonction. Donc je mets le mot-clé function, vous l'aurez compris. Ensuite, je nomme la fonction. Donc là, je pourrais l'appeler par exemple load text. Voilà. Vous l'aurez compris, on y adjoint les doubles parenthèses. Et vous voyez que là, il m'a créé une fonction, load text. Alors, il a décalé toutes les autres. En effet, il considère que tout ça, c'est des fonctions à l'intérieur de la fonction, un petit peu comme love.draw où j'ai appelé des fonctions dedans. Parce que là, le problème, c'est que je n'ai pas mis le mot-clé end pour terminer ma fonction. Voilà, maintenant que j'ai nommé correctement ma fonction et qu'elle a un point d'arrêt, vous voyez que load text a été créé à l'intérieur. Donc par exemple, je pourrais demander à cette fonction d'exécuter quelque chose de relativement simple, à savoir imprimer, je charge les variables de mon texte. Voilà, ça va être le but de cette fonction-là. Donc là, si j'exécute le programme, ça n'affiche rien dans la console. C'est normal, nous n'avons pas appelé la fonction. Alors pour appeler la fonction, je vous ai dit, il suffit de renseigner son nom
donc là je pourrais mettre load text, c'est le nom de ma fonction, ainsi que les doubles parenthèses pour l'appeler. Si je fais ça, le programme va cracher, car il me met à la ligne 14 lorsque j'appelle ma fonction. J'essaye d'appeler une variable globale load text, mais que c'est une valeur nulle. Alors déjà c'est bizarre, parce que load text c'est pas vraiment une variable, j'ai mis les doubles parenthèses, c'est censé être une fonction. Et là ce qui se passe, c'est que comme le programme, encore une fois, se lit de haut en bas, bah là il lit, ah, load text, très bien. Bah, le problème c'est que cette fonction-là, je ne l'ai pas encore lue, donc elle n'existe pas. Je ne l'ai pas encore vue dans mon programme. Donc c'est pour ça que le programme crash. Donc il faut appeler la fonction après l'avoir créée. Maintenant, si le programme lit de haut en bas, tac, 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 ah bah tiens, une fonction loadText, d'accord, ça existe. J'ignore ce qu'il y a dedans parce que je ne l'ai pas appelé. Donc là, encore une fois, si je lance le programme comme ça, il ne se passe rien dans la console parce que la fonction est correctement créée mais je ne l'ai pas appelée. Et si maintenant je l'appelle mais bien en dessous de la fonction, il a bien vu qu'elle existait, bah là ça va marcher, et là il marque bien, je charge les variables de mon texte. Si j'appelle une nouvelle fois la fonction ailleurs dans mon programme, bah vous l'aurez compris, comme j'appelle la fonction là 2 fois, bah il m'affiche 2 fois le résultat de la fonction, à savoir je charge les variables de mon texte. Très bien, très bien. Alors vous voyez que ce qu'on a mis à l'intérieur de la fonction, ici, print je charge les variables de mon texte, c'est ce que nous allons appeler le corps de la fonction. Bah, le corps de la fonction c'est quoi? Bah, c'est tout simplement les lignes de code que nous allons renseigner à l'intérieur de notre fonction. Donc là par exemple dans ma fonction addition, j'ai décidé de créer une variable locale A qui est égale à 10, une variable locale B qui est égale à 2, une variable locale R comme résultat qui va donc être la somme de A plus B, donc 10 plus 2, 12. Si maintenant je lui demande d'imprimer R, bah, il va bien m'imprimer 12 dans ma console, pas de souci. Si j'appelle la fonction ici, donc je recommence, hein. Donc j'ai créé mes variables locales, j'ai créé ma variable R qui est le résultat de la somme. Pour l'instant je n'ai pas appelé la fonction, donc il ne me l'imprime pas. Par contre, une fois que je vais appeler la fonction addition, bah, tout ça va s'exécuter, donc il va bien m'imprimer le R12. Par contre, si je lui demande d'imprimer le R après, ici, là il va me mettre que R est nul parce que, encore une fois, R est une variable locale et les variables locales à l'intérieur de la fonction sont effacées à la fin de la fonction. Donc là forcément quand je lui demande d'imprimer R n'existe plus, R a été effacé ici, le résultat de l'addition a disparu et donc il me met que R est nul. Donc je ne peux pas vraiment récupérer le résultat de mon addition si je m'arrête ici. Donc bah, par exemple dans notre fonction, je charge les variables de mon texte, dans le corps de ma fonction, je pourrais très bien prendre toutes ces lignes, les enlever ici de la fonction love.load, ici ben, renseigner tout ce que j'ai besoin dans ma fonction load text, parfait, et ça serait plus logique d'appeler la fonction ici, voilà. Donc le programme s'exécute, il regarde ce qu'il y a en dehors des fonctions, ok, pas de souci. Tiens, il y a une fonction ici, loadText, d'accord, ça existe. Je lance love.load, qui est la première fonction que j'exécute dans mon programme, je fais des choses, tiens, loadText, tiens, j'ai besoin de cette fonction, elle est ici, j'exécute tout ça, puis après j'enchaîne directement avec Mario IMG, Mario.with, et évidemment tout fonctionne correctement. La fonction a été correctement appelée, car je charge les variables de mon texte, ont bien été renseignées ici. Donc ça c'est le corps de la fonction, pas de problème. Autre propriété des fonctions, en Lua mais également dans tous les langages de programmation, elles ont une portée, comme les variables. Et je peux très bien dire que cette fonction, je veux qu'elle soit locale et non pas globale, ce qui veut dire que si ici si je mets cette fonction locale, par exemple loadText, voilà, je mets juste le mot-clé local devant, vous voyez que la flèche change de couleur, bleu, donc elle est locale, contrairement aux rouges qui sont globales. Loveload, loveupdate, love.draw, on va les laisser globales bien évidemment, car tout le programme a besoin de charger, d'afficher des images et de se mettre à jour avec la fonction love.update. Mais le texte, voilà, je le fais qu'une fois dans ce bout de programme-là, et si jamais plus tard je crée un autre programme untitled et que j'ai besoin de cette fonction loadText, je ne pourrai pas l'exécuter, car cette fonction est locale à mon main.lua, là où je l'ai créé, et non pas à ce bout de programme. Donc voilà, ça permettra aussi de protéger les fonctions, comme on l'avait vu un petit peu pour les variables. Donc voilà, j'ai rendu ma fonction locale, pas de souci, tout marche correctement, hein, ça n'a rien changé, la fonction elle est juste locale à mon main.lua. Ok, on avance.
Alors, une autre chose que peut faire une fonction, c'est recevoir ce que nous appelons des arguments. Alors, qu'est-ce que c'est que ces arguments? C'est justement, je vous bassine avec mes doubles parenthèses qui encadrent le nom de la fonction à chaque fois, les arguments, c'est ce que nous allons placer entre les parenthèses de cette fonction. Comme vous le voyez ici, dans ma fonction addition, j'ai rajouté deux arguments, un qui s'appelle int1, comme integer1. Integer, c'est quoi? C'est un nombre entier en anglais, donc un premier nombre entier. Et integer2, c'est un deuxième nombre entier. C'est deux variables locales, vous le verrez dans ZeroBrain, il les considère comme des variables locales. Donc, mais on peut dire que dans ma fonction addition, j'ai renseigné deux arguments qui sont des variables locales. La première s'appelle integer1 et la deuxième integer2. Et à l'intérieur du corps de ma fonction, maintenant, je veux que je crée une variable locale r qui est égale à la somme de ces deux arguments, integer1 et integer2. Alors vous allez me dire à quoi est égal ces arguments, int1 et int2. Et vous voyez que maintenant, quand j'appelle ma fonction addition, je renseigne à l'intérieur des parenthèses justement les chiffres qui vont prendre, la place. Ça ne va pas prendre la place, mais en gros, cette valeur va être attribuée à mes arguments. Donc integer1 ici va être égal à ce chiffre-ci, 10, et integer2 va être égal à ce chiffre-là, 2. Mes arguments sont séparés par une virgule. C'est pour ça qu'ici, je mets une virgule. Donc si je mets addition entre parenthèses 10,2, écoutez, integer1 va être égal à 10, integer2 va être égal à 2, donc r va être égal à 10 plus 2, il va donc m'imprimer 12, pas de souci. Bon, par contre, j'aurai toujours le même problème, comme cette variable r est locale à la fonction, à la fin de la fonction, elle va être supprimée. Si je lui demande de l'imprimer, après, il va m'imprimer qu'elle est nulle. Du coup, si je veux faire une autre addition dans mon programme, et c'est là qu'on commence à comprendre l'utilité des fonctions, si maintenant je mets addition entre parenthèses 20,2, integer1 va être égal à 20, integer2 va être égal à 2, 20 plus 2 égale 22, r va être égal à 22, et donc il va pouvoir m'imprimer ce nouveau résultat, et tant que j'aurai des sommes à faire dans mon programme, je pourrai utiliser cette fonction, renseigner les deux chiffres que je veux sommer, et la fonction va s'exécuter et tenter de me renvoyer un résultat, même si pour l'instant il me renvoie un résultat nul, mais nous allons y remédier très rapidement. Application dans notre code, vous voyez que ici, text.x est égal à text.x plus 1 et mario.x égale à mario.x plus 2. Grosso modo, nous faisons un petit peu la même chose. Nous pourrions simplifier cela avec une fonction. Du coup, je pourrais très bien créer une fonction locale qui s'appellerait moveSprite, par exemple, comme déplacer les sprites. Les sprites, c'est quoi? C'est une image en programmation. Comme toujours, je crée une fonction, donc je n'oublie pas les doubles parenthèses, et je mets le mot-clé end. Et d'ailleurs, si je ne mets pas que c'est une fonction, en Lua, il ne va pas être content. Donc encore une fois, le mot-clé function, le nom de la fonction, les doubles parenthèses qui entourent la fonction, le mot-clé end, pour terminer notre fonction. Qu'est-ce qu'on veut qu'on fasse? On peut très bien sélectionner cette ligne de code-là, qui va nous servir d'exemple. Donc text.x égale text.x plus 1. Du coup, je pourrais très bien créer ici un argument. Je pourrais l'appeler psprite, vu que je veux déplacer les sprites. Mais vous l'appelez comme vous voulez. Et text.x, je le remplace par cet argument, vous l'aurez compris. Touk. Donc psprite.x est égal à psprite.x plus 1. Et qu'est-ce que c'est que ce psprite? C'est tout simplement, je vais lui passer maintenant text.x. D'ailleurs, c'est pas psprite.x, c'est psprite tout court. Voilà, dans un premier temps. Écoutez, c'est parti. Donc là, par exemple, au lieu de mettre text.x égale text.x plus 1, je vais le mettre en commentaire, comme ça, vous verrez la différence. Là, je pourrais très bien mettre move sprite de text.x. Du coup, j'envoie text.x dans l'argument psprite. Psprite est égal à text.x, et donc text.x est égal à text.x plus 1. Exécutons, voyons ce qui se passe. Il ne va pas se passer grand chose, je vous le dis tout de suite. Vous voyez, j'attends indéfiniment que le texte arrive, mais il n'arrive pas. Alors pourquoi il n'arrive pas? Je vous ai dit, ces arguments sont des variables locales. Vous voyez, il me les a soulignés comme des variables locales. Donc c'est bien d'avoir mis que psprite était égal à text.x le temps d'exécuter cette fonction, mais vous voyez que là, psprite, à la fin de la fonction, comme c'est une variable locale, elle est effacée,
Et donc bah, forcément, comme elle est effacée, et ben, text.x, lui, il est toujours égal à text.x, il ne se passe plus rien, il ne s'incrémente plus de une unité à chaque fois. Du coup, bah, il va falloir trouver une astuce pour récupérer cette variable locale, et c'est ce que nous allons faire tout de suite. Alors, pour récupérer le résultat d'une fonction, ça se passe globalement en deux étapes. Vous vous souvenez, dans notre fonction, nous avons renseigné les arguments pour faire notre addition et nous voulons que récupérer le résultat de cette addition et donc le résultat de cette fonction. Du coup, nous pourrions très bien créer une variable locale R, voilà, qui est différente de celle-ci, parce que cette variable locale R là, elle est effacée à la fin de cette fonction, et cette variable locale R là, elle est pas dans la fonction, elle est dans mon programme principal, donc elle est indépendante. Bon, pour plus de lisibilité, je pourrais l'appeler RES, enfin résultat même, comme pour pas qu'il y ait de confusion, mais ça marcherait tout aussi bien si je l'avais appelé R. Du coup, je peux très bien créer une variable locale résultat qui est égale à addition avec mes arguments 10, 2. Du coup, je pourrais me dire que comme ça, cette variable locale récupère le résultat de cette fonction, à savoir la somme, c'est marqué R égale 10 plus 2. Le problème, c'est que ce n'est toujours pas bon, parce que si je lui demande d'imprimer résultat à ce stade, il va m'imprimer nil. Et donc je n'ai toujours pas récupéré le résultat de ma fonction. Il faut que je rajoute un mot-clé, et ce mot-clé, c'est le suivant, c'est return, qui veut dire littéralement retourner en anglais. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je crée une variable locale résultat. Cette variable locale, elle est égale au résultat, ici, de la fonction addition, qui se trouve ici, 10, qui est mon premier argument, 2, qui est mon deuxième argument. À l'intérieur de cette fonction addition que je viens d'appeler, auquel j'ai envoyé deux arguments, ici je pourrais mettre, si je le voulais, 10, et là je pourrais mettre 2, c'est les deux arguments compris les valeurs integer 1 et integer 2, je crée une variable locale R qui est égale à la somme de ces deux arguments, donc 10 et 2. Du coup, quand je lui demande d'imprimer R, forcément, il m'imprime 12, il n'y a pas de souci. Et après, je lui demande de me renvoyer R, de me retourner R. Et je termine ma fonction. En retournant R, où est-ce qu'il est retourné R? Donc R encore une fois est égal à 12, il me l'a bien imprimé ici. Et ce résultat, il est retourné dans la variable qui a appelé la fonction. Et donc, résultat, maintenant, a bien récupéré cette valeur de R que j'ai retournée. Ici, le R est effacé, mais c'est pas grave, il a été injecté dans la variable résultat avant d'être effacé, et quand je lui demande d'imprimer résultat, vous voyez que c'est égal à 12, il n'y a pas de souci. Encore une fois, je résume, je crée une variable locale résultat qui appelle la fonction addition avec deux arguments 10 et 2, la fonction est appelée, elle est ici, ok, 10 plus 2 ça fait 12, ce qui est injecté dans ma variable locale R, je retourne R 12 dans ma variable résultat, j'efface ma variable R, résultat a quand même repris la valeur 12 puisqu'elle a été réinjectée juste avant d'effacer ma variable locale R, et maintenant je peux donc imprimer mon résultat 12. Revenons à notre code. Pour que ça marche, vous voyez que psprite égale psprite plus 1, il va falloir tout simplement que je retourne avec le mot-clé return p mon sprite, le résultat de ma fonction. Et ici, texte moveSprite textx, il faut que je précise que c'est textx, enfin text.x, qui va récupérer le résultat de cette fonction moveSprite text.x. Faisons la démonstration pour voir si tout fonctionne bien. Le texte apparaît, le texte se déplace, en effet psprite égale psprite plus 1 est retourné de manière constante dans text.x, et text.x lance la fonction moveSprite à chaque fois que loveUpdate est appelé, c'est-à-dire 60 fois par seconde. Donc 60 fois par seconde, vous voyez, il y a ce schéma-ci qui se fait, et puis le texte va boucler, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, puisque nous n'avons pas modifié cette partie de code là. Et nous pourrions faire la même chose avec le Mario. Maintenant que nous avons créé la fonction, c'est assez simple. Il suffirait de mettre, vous l'avez compris, que mario.x est égal à moveSprite de, comme argument, mario.x. Alors la petite subtilité ici, c'est que le texte, il avance que d'une unité et que le Mario avance de 2 unités à chaque fois. Du coup, ici, ça ne va pas. Je vais créer un nouvel argument que je vais appeler pspeed, comme vitesse en anglais. Voilà. Alors là, il me le souligne, il me dit que c'est global, donc ça ne va pas. Il faut ici que je précise que je crée un argument pspeed dans ma fonction. Voilà. Et pspeed, ça va être à quoi? Égal à quoi? Ça va être égal à la vitesse de mon texte. Et donc là, en gros, le deuxième argument de ma fonction pspeed, là, il va être égal à 1, puisque le texte avance de 1 unité à chaque fois. Et là, l'argument, vous l'aurez compris, va être égal à 2, puisque mon texte avance de 2 unités à chaque fois,
Voyons voir si tout fonctionne. Vous voyez que le Mario avance toujours 2 fois plus vite que le texte. Ça a fonctionné. Et si je voulais que le Mario avance 5 fois plus vite, boum, voilà, il va beaucoup plus vite, etc. etc. Le fait d'avoir créé une fonction, maintenant c'est très simple, puisque ces quelques lignes de code vont pouvoir gérer le déplacement de tous mes objets dans mon programme. Dernier exemple, et nous en aurons fini avec cette vidéo et cette partie introductive à la programmation. Et vous voyez qu'on a déjà bien progressé depuis le début. Vous voyez qu'ici, si mon texte dépasse de l'écran, alors je remets mon texte au début, et pareil pour le Mario. Du coup, c'est redondant. Qui dit redondance dit nous pouvons créer une nouvelle fonction qui va pouvoir gérer ça de manière plus optimale. Du coup, ici, je pourrais très bien créer une nouvelle fonction, local function. Donc là, je pourrais l'appeler restriction sprite, restriction des sprites. Voilà. Je n'oublie pas le mot-clé end pour fermer ma fonction. Vous voyez que là, toutes les fonctions que je crée, elles apparaissent ici dans la structure de mon programme. Et du coup, pareil, je vais pouvoir créer un argument. Alors ici, c'est texte x, ok. Et j'ai text.with. Du coup, il me faut 2 arguments. Donc je pourrais créer un premier argument. Alors moi, je mets p comme paramètre, mais c'est pareil que des arguments. Je pourrais l'appeler p sprite x. Voilà. Et le deuxième argument, je pourrais l'appeler p sprite with. Voilà. Et du coup, j'ai juste à recopier ce qu'il y a là. Alors je pourrais faire copier-coller, mais je vais l'écrire en entier, comme ça vous voyez bien le raisonnement. Donc si texte x, donc ça sera p sprite x supérieur à screenWidth, donc là il n'y a pas de problème, c'est une variable globale, donc elle peut être appelée partout dans le programme et donc dans n'importe quelle fonction, pas de souci. Alors, psprite.x égale 0 moins textWidth, donc ça sera pspritewidth. Voilà, la condition est terminée, end. Et il faut que je retourne l'information. Donc vous l'aurez compris, je vais faire exprès de me tromper, comme ça vous aurez tout vu. Donc là je mets return psprite x, qui est donc égal au résultat de cette opération, et qui va être le résultat final de ma fonction. Donc là maintenant je n'ai plus qu'à mettre que texte x texte.x est égal, donc j'appelle ma fonction, restriction des sprites, 2 arguments, donc le texte.x et le texte.with. Alors lançons voir ce qui se passe. Voilà, le programme crash, vous avez dit, j'ai fait exprès de me tromper. Alors qu'est-ce qui se passe? Ligne 52, c'est ici, d'accord. Tu essayes de faire une valeur arithmétique avec une valeur nulle, car psprite est nul. Alors, qu'est-ce qui se passe très exactement? Comment psprite peut être nul alors que psprite c'est l'argument que j'envoie là et c'est texte x mon argument? Et bien regardez ce qui se passe. Là je mets que si le texte dépasse de la largeur de mon écran, alors le texte doit prendre la valeur du début de l'écran à gauche de l'écran et je renvoie bien cet argument dans le texte.x. Voilà. Le problème c'est que là je dis que c'est si le texte dépasse et au début le texte ne dépasse pas, il faut bien qu'il ait parcouru tout l'écran avant de pouvoir dépasser. Et donc, si le texte ne dépasse pas de l'écran, je n'exécute pas cette condition, je vous la mets en commentaire pour que vous voyez bien. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le return psprite x n'est pas retourné, puisque la condition n'est pas exécutée. Du coup, si je veux que tout fonctionne correctement, le return psprite x, il ne faut pas que je le mette dans la condition qui n'est exécutée que si le texte sort de l'écran, mais il faut que je l'exécute à chaque fois que la fonction est faite. Sous-entendu, à chaque fois que la fonction est appelée, c'est-à-dire tout le temps. Et maintenant, même si le texte ne dépasse pas de l'écran, cette condition est ignorée. Ok, pas de souci, mais je retourne quand même, quoi qu'il arrive, le psprite x, et si la condition est exécutée, c'est pas grave, une fois que la condition est exécutée, je retourne le psprite x, je le retourne à chaque fois, et donc texte.x va bien récupérer une valeur à chaque cycle, et là, le programme refonctionne. Ça joue à pas grand-chose des fois, ça va vous énerver, parce qu'au début on fait tous des erreurs, mais grosso modo, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de faire en sorte que la variable qui est retournée à la fin de la fonction, c'est vraiment la dernière ligne de votre fonction, comme ça, il n'y a jamais de problème. Du coup, on pourrait faire exactement la même logique avec le Mario. Vous l'avez compris, on a créé la fonction et maintenant on pourrait mettre que mario.x est égal
Alors vous l'avez compris, on va on va appeler la fonction qui s'appelle restriction_sprite, on va lui passer deux paramètres qui sont mario.x et mario.width. J'exécute le programme, voilà, le Mario fonctionne, le texte fonctionne. Quand le Mario va quitter l'écran, il est censé boucler, il n'y a pas de problème. On va juste s'en assurer qu'il n'y ait pas de problème, que rien ne crache, mais il n'y a pas de raison. Pareil pour le texte, il va boucler, voilà, le Mario a bouclé, le texte va boucler. Bon, de toute façon, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de raison que ça boucle pas. Et donc, vous comprenez à comprendre l'intérêt des fonctions, c'est seulement avec quelques lignes, on va pouvoir gérer toutes les images de notre programme, pour les déplacements, pour les boucles. Là, c'est un petit exemple parmi d'autres, mais on va bien s'en servir. On aurait même pu simplifier, j'ai volontairement détaillé pour que ça soit plus lisible. Dernier point, écoutez, on s'est fait suer à indexer nos variables. Du coup, plutôt que de renseigner pSpriteX, pSpriteWidth, enfin deux arguments à chaque fois, je pourrais très bien lui passer tout simplement ma table en entier, ma table texte, qui contient donc, qui a indexé le texte.x, le texte.width et les textes.autre chose. Comme là, je pourrais très bien lui passer ma table Mario, qui contient MarioWidth, MarioX. Elle contient également Mario.y, Mario. Tout ce qu'on veut, mais je n'en ai pas besoin. Donc là, comme je lui passe toute ma table, là je pourrais mettre très bien, récupérer ça dans un seul argument qui s'appelle ptable. Voilà. Et maintenant, je peux tout simplement mettre que si ptable.x supérieur à screenWidth, alors ptable.x est égal à 0 moins ptable.width. Voilà. Et donc là, ça va marcher complètement, sauf que je n'ai plus qu'un argument à renseigner, et donc c'est l'un des gros avantages d'avoir indexé nos variables. Ça y est, j'ai fait une bêtise. Je lui passe Mario, ptable.x1, et oui, et donc là forcément on retourne une valeur nulle, puisque j'ai laissé pSpriteX qui n'existe plus, cet argument n'existe plus, donc là c'est ptable. .x, voilà, et là ça va remarcher comme avant, sauf que je lui ai passé toute la table, je n'ai plus qu'un argument qui est une liste qui a donc indexé tout ce qu'il y avait indexé, et donc après à l'intérieur de cette table je vais chercher les index que j'ai besoin, donc le .x, le .width, pas de souci. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les fonctions, j'espère que c'est clair. Si ça ne l'est pas, n'hésitez pas à me poser des questions, à laisser des messages et surtout à regarder cette vidéo parce que j'ai essayé de prendre mon temps pour être le plus clair possible et je pense très honnêtement que c'est accessible. Cela étant fait, nous allons pouvoir enfin coder notre premier jeu. Ça va être assez excitant, c'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué quand j'étais jeune, lycéen. On se battait pour avoir du temps libre sur nos calculettes pour jouer à ce jeu. C'est un jeu universel, un petit snake, un petit serpent. Sans doute pas le jeu le plus impressionnant à regarder, mais en tout cas à coder c'est un vrai régal, surtout lorsqu'on débute, parce que c'est hyper intéressant. On va revoir tous les concepts qu'on a balayés lors de ces 5 vidéos. On va même en plus voir la puissance de programmation des listes. Je vous le dis tout de suite, ça va être très excitant. Du coup, restez bien en affût sur la chaîne. N'hésitez pas encore une fois à me laisser des commentaires si vous en avez envie. Je vous dis à très vite pour votre premier jeu que nous allons coder ensemble. À la prochaine. Salut, bye bye.